Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, Madrid en passe de prendre le contrôle de la Catalogne. En quoi ça consiste? Les élections sont-elles aujourd'hui la meilleure solution? Et plus largement, l'Espagne doit-elle revoir son modèle politique? Tient-elle une bonne occasion d'évoluer vers un État fédéral, par exemple? L'affaire Weinstein a déclenché une onde de choc. Les femmes racontent le harcèlement sexuel quotidien, au travail ou dans la rue. Fin de l'omerta, feu de paille ou lame de fond. Quelle doit être la réponse politique et légale? Est-ce la conséquence d'une société encore profondément inégalitaire? Dès juillet, au Québec, toute personne montant dans un bus, se rendant dans une école ou un hôpital devra avoir le visage découvert. En clair, pas de cagoule ou de niqab. La nouvelle loi sur la neutralité religieuse suscite des critiques chez les anglophones. Le Québec va-t-il trop loin? Un assassinat au relent mafieux contre une journaliste anticorruption au cœur de l'Union européenne. Daphne Caruana Galizia a été tuée lundi à Malte, un paradis fiscal qui séduit les réseaux criminels. Pourquoi Bruxelles tolère ces pratiques? La corruption, est-ce une fatalité dans le sud de l'Europe? Et pour commenter, décrypter, analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Nicolas Willems, rédacteur en chef adjoint au service Europe et international de la RTBF, après des collaborations pour Radio France et Radio Canada. Vous suivez particulièrement l'actualité aux États-Unis et en Chine. Juan José Dorado, correspondant en France pour les titres du groupe espagnol La Région. Vous êtes installé à Paris depuis 25 ans. Et puis Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire généraliste portugais Visao. Avant cela, envoyée spéciale permanente pour le quotidien Publico pendant 15 ans déjà à Paris. Merci à vous trois d'être en plateau pour commenter, analyser, nous livrer votre commentaire sur cette actualité bien chargée cette semaine encore. Si vous avez des questions chez vous, si vous voulez nous faire part de vos commentaires également, eh bien faites-le soit sur Facebook, sur la page de Kiosque, ou alors sur Twitter avec le hashtag le mot dièse Kiosque. Pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en Espagne, le pouvoir central a décidé la mise sous tutelle d'une région insoumise et rebelle, en l'occurrence la Catalogne. C'est le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, qui en a précisé les modalités. Le gouvernement a dû appliquer l'article 155 de la Constitution. Ce n'était pas notre désir ni notre intention. Cela ne l'a jamais été. Le gouvernement va démettre le président de la Généralité de Catalogne, le vice-président et les conseillers. Les ministères du gouvernement espagnol assumeront leurs responsabilités. Le principe d'autonomie et l'autogouvernance de la Catalogne ne sont pas suspendus. Seules les personnes qui ont mis cette autogouvernance hors la loi, en contradiction avec la Constitution et le statut de la Catalogne, le seront. Alors, ça fait quelques semaines qu'on voit qu'en Espagne, on joue avec les mots, indépendance, pas indépendance, autonomie, pas autonomie. Là, on vient de l'entendre, Mariano Rajoy dit « ni l'autonomie catalane, ni la gouvernance autonome ne sont suspendues ». Est-ce qu'en effet, il joue avec les mots, autonomie, pas autonomie? Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la menace de Madrid, pour qu'on comprenne bien? Il joue avec les mots. Parce que de toute façon, le gouvernement catalan va être remplacé et tout le pouvoir qui était celui du gouvernement catalan va être assumé par les différents ministres du gouvernement espagnol. Donc c'est vrai que le Parlement en soi n'est pas dissous, mais tous les prérogatives restent aujourd'hui à Madrid. Donc quelque part, il joue forcément avec les mots parce que ce n'est pas un gouvernement catalan qui va pouvoir décider. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Voilà, la porte est ouverte pour trouver une solution, même si elle est toute petite, cette solution. Vendredi prochain, on aura, disons, la fin ou le clap des fins de cette situation quand la séance plénière du Sénat va se réunir pour dire si cet article 155 est voté ou pas. Parce que pour l'instant, c'est juste une demande qui a été faite par le gouvernement espagnol, mais ça ne sera que vendredi que le Sénat pourra donner le feu vert. Donc on voit que c'est le feuilleton de la rentrée, épisode après épisode. Alors il y a eu la déclaration de Mariano Rajoy qui a été suivie par une déclaration du président catalan. Il a dénoncé les mesures prises par le gouvernement espagnol, mais il n'a pas déclaré l'indépendance qu'il avait dit qu'il ferait si article 155 il y avait. Il a demandé donc la tenue d'une séance plénière au Parlement catalan pour voir quelle réponse apporter. Est-ce qu'on peut dire que, Anna, la balle est à nouveau dans le camp de la Catalogne, dans ce ping-pong entre Madrid et Barcelone? Je crois que maintenant, c'est un peu trop tard pour, hélas, pour trouver une solution négociée comme il aurait dû y en avoir déjà en septembre. Rajoy nous disait en septembre qu'il voulait une solution, une réponse proportionnelle. On n'a pas vu un vrai débat qui permettrait aux Catalans de comprendre vraiment les tenants et aboutissants d'une
possible déclaration d'indépendance. On savait par ailleurs que je crois qu'ils n'ont pas la majorité, les indépendantistes en Catalogne. Et on a vu un enclenchement, un enchaînement de réactions et contre-réactions comme celle-ci maintenant, qui sont, et d'un côté, couardes, parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de ses positions, et de celles derrière lesquelles on traîne des peuples, et qui en même temps peuvent avoir après une réaction trop de force. Même les constitutionnalistes espagnols, petite parenthèse, disent que la décision, la prise en main de la Catalogne n'est pas constitutionnelle, peut-être eu égard à l'article 155, fermez la parenthèse. Donc je crois qu'en ce moment, il faudrait essayer évidemment de trouver une solution, parce que l'accumulation de haine et le réveil des miasmes de l'histoire du XXe siècle de l'Espagne sont en train d'engendrer quelque chose qui risque d'être explosif à un moment donné. Alors, et il ne faudrait pas que ça explose. Parmi les solutions qui sont avancées par Madrid, mais alors peut-être aussi par Barcelone, il y a l'idée d'élections anticipées en Catalogne. Est-ce que par exemple, ça pourrait être une porte de sortie aussi pour Carles Puigdemont d'annoncer des élections anticipées avant que Madrid le fasse via l'article 155 ? Ça pourrait être une des solutions. Hein. C'est certain qu'il faut maintenant trouver une porte de sortie, parce qu'on est dans une escalade et un jeu très dangereux de la part des deux dirigeants, avec deux logiques très différentes. L'un qui parle de la Constitution et l'angle uniquement juridique, l'autre qui va parler du côté catalan, voilà, de l'angle politique, avec une idée d'internationaliser aussi ce débat, de se positionner en rôle de victime. Et on se rend bien compte que ces deux-là ne s'écoutent plus. C'est un véritable dialogue de sourds. Et il faut trouver une porte de sortie. La porte de sortie pourrait être ces élections, mais alors aussi à savoir quel type d'élection. Est-ce que c'est finalement pour élire un nouveau gouvernement catalan, un nouveau parlement, ou est-ce que c'est une constituante comme le rêvent certains indépendantistes? Donc là aussi, on est dans un jeu d'incertitude. Moi, je vois très très mal comment on peut arriver à une désescalade de ces tensions politiques. Anna ? Alors peut-être des élections aussi en Espagne générale, puisque l'Espagne est dans une phase de changement politique, de toute façon, comme celle que nous connaissons, que nous allons connaître dans les autres démocraties occidentales. Donc pourquoi pas des élections générales qui permettraient, et sur une base, c'était la question de votre lancement, pourquoi pas lancer les bases, le modèle, l'Espagne qui est une nation de plusieurs nations est mort. Il est enterré. Vous êtes d'accord avec ça? Pardon, pourquoi je me tourne vers... Excusez-moi, juste pour finir, lancer justement le débat sur une Espagne peut-être fédérale. Ça ne se fera pas en un jour, mais pourquoi pas lancer le débat? Il ne faut pas oublier effectivement que les indépendantistes n'ont pas la majorité en Catalogne. Les dernières élections ont donné 52% aux non-indépendantistes et 48% aux indépendantistes. Mais le jeu électoral fait qu'ils sont majoritaires au Parlement catalan, mais ils n'ont pas la majorité. Et on a tendance à penser que la Catalogne est indépendantiste. Non, il y a 52% des gens qui ne le sont pas. Mais sur la question sur la question des élections en Espagne, ça n'aurait pas lieu d'être. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas le gouvernement espagnol qui demande, entre guillemets, le 155. Il y a le Parti socialiste, il y a le Parti populaire, il y a le Parti Ciudadano, c'est-à-dire sur le Parlement national, pratiquement 2/3 du Parlement sont pour le droit constitutionnel. Vous n'avez qu'à regarder, par exemple, aujourd'hui, les hymnes des journaux espagnols et tous vous disent il était temps que l'ordre constitutionnel revienne en Espagne. Alors ça, c'est la situation aujourd'hui, Juan José. Mais si je vous comprends bien, Anna, je vais vous laisser repréciser. C'est aussi une réflexion plus large. C'est essayer d'aller plus loin dans la réflexion sur l'Espagne. C'est ça que vous nous disiez? Exactement. Parce que remarquez, Madrid n'a pas agi proportionnellement à ce qui se passait, a réagi avec une violence, une sauvagerie inadmissible dans une démocratie. Vous faites référence au jour de vote. Hein. Je fais référence au jour de vote. Et pas que. Parce que regardez le départ de la Guardia Civile de Huelva vers Barcelone, et son arrivée à Barcelone sont des images qui nous font un peu froid dans le dos parce que c'était quelque chose de guerrier, de combattant. Si, parce que la population qui est venue... Il y a des accords. Il y a des accords, manifestement. Oui. Attendez, on va les laisser terminer. C'est comme... Voilà. Les gens peuvent le regarder sur Internet et décider pour eux-mêmes. Parce que ça démontre qu'il peut y avoir des situations de violence potentielle. Mais pourquoi? Des deux côtés. Les indépendantistes, le référendum, ils ne peuvent pas déclarer légitimement, légalement, l'indépendance suite à ce référendum-là. Mais pourquoi ne pas dire, à ce moment, s'ils avaient un minimum de sens politique, de dire, écoutez, on ne peut pas le déclarer l'indépendance parce que ça ne s'est... à cause de l'intervention de Madrid, etc. On n'a pas pu faire en conditions normales. Alors, Juan José, mais à ce moment-là, rien ne pourra plus être comme avant en Espagne. Et le débat serait ouvert. Juan José. Oui, non, je vois très bien les images dont tu parles. Effectivement, je les ai vues et ils m'ont choqué aussi. Vous voyez des gardiens civils qui partent des Huelva et
et qu'il paraisse qu'ils partent à la guerre. Mais d'accord, mais ça c'est les images de départ. Mais ce qui s'est passé en Catalogne le 1er octobre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était la police catalane, los Mossos d'Esquadra, qui devait fermer les collèges électoraux, et puis tout d'un coup, on apprend qu'ils ne vont pas le faire. Et donc, on envoie la Guardia Civile. Donc, effectivement, des images peut-être intolérables pour certains. J'ai juste à dire une chose, c'est que le gouvernement catalan a annoncé 900 blessés et 2 jours après, il n'y avait que 4 personnes dans les hôpitaux. Donc, ils ont complètement menti sur le nombre. Et là, la campagne des communications a été gagnée. Alors, ça, il faut le dire. On va essayer d'avancer, parce que ça, c'était il y a 3 semaines. Qu'en Espagne, toutes les semaines, il se passe des choses. La question que vous souleviez, Anna, c'est celle justement d'un moment particulier pour l'Espagne. L'Espagne qui est une jeune démocratie, 40 ans après une dictature militaire qui est encore dans l'esprit de nombreux Espagnols. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce cas catalan, en fait, c'est toute l'organisation de l'Espagne qui est remise en question, puisque c'est une communauté autonome, il y en a d'autres. Est-ce que d'autres, peut-être, auraient la même envie que la Catalogne d'une autre façon? Moi, je vais être peut-être iconoclaste pour certains, mais je pense que si on est pragmatique, c'est peut-être la meilleure solution de s'orienter vers un État fédéral et d'avoir finalement des règles claires, parce que là on est dans des situations, on a des communautés autonomes avec des pouvoirs différents, donc chacun se regarde un petit peu en disant mais voilà, j'ai un peu plus que l'autre, je voudrais plus que l'autre. Est-ce qu'on ne serait pas en train de remettre tout à plat et de se dire voilà, imaginons une Espagne plus fédérale avec des règles claires pour chaque région. Alors il faut naturellement que le jeu soit joué d'une part par les autorités de Madrid et puis par les différentes régions espagnoles. Mais ça semble la solution la plus pragmatique et la plus simple. Est-ce que c'est une option qui peut s'appliquer facilement? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le Parti socialiste a proposé la création d'une commission parlementaire pour étudier donc la réforme constitutionnelle, mais aussi la réforme territoriale. Donc c'est vrai que cet état d'autonomie que nous avons créé à mi-chemin de l'État fédéral et de l'État centraliste a marché pendant pratiquement 40 ans, mais effectivement il est temps peut-être de le changer. Il y a eu le cas basque qui a été plus ou moins, dont on a trouvé une solution plus ou moins efficace, mais maintenant on a effectivement le cas catalan, il pourrait y avoir un cas galicien, puisque c'est l'autre grande région historique de l'Espagne. Donc aujourd'hui, par contre, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut commencer à étudier une réforme de la Constitution et du système territorial espagnol. Anna ? À Lisbonne, nous pensons qu'effectivement, faudrait mettre sur la table la question fédérale, déjà pour qu'il y ait une porte-sortie, une lumière au bout du tunnel, qu'il y ait d'autres solutions et qu'on puisse calmer les esprits en Espagne, en Catalogne. Catalogne, c'est en Espagne, on est bien d'accord. Mais, et on pense même que ça pourrait être quelque chose où l'Europe pourrait s'impliquer. Même pour un exemple d'avenir, on ne sait pas si on va un jour aller vers une Europe fédérale ou pas, mais le projet est quelque part sur la table. Pourquoi pas? Parce que jusqu'à présent, le comportement de l'Europe, à nouveau, a démontré faiblesse, déficit démocratique et franchement médiocrité. Alors, on va y venir, puisqu'il y avait un sommet à Bruxelles jeudi et vendredi. On voit que la plupart des chefs d'État et de gouvernement sont derrière Madrid avec Mariano Rajoy, peut-être à l'exception de la Belgique. Voilà, la Belgique avec notre Premier ministre Charles Michel, qui lui avait directement réagi au moment du référendum, donc le 1er octobre, condamnant les violences d'une part et appelant un dialogue. Ce qui n'a pas du tout plu à Madrid, ce qui a créé un incident diplomatique entre les deux pays. Alors après, lors du sommet européen, c'était assez amusant de voir Rajoy à côté de Charles Michel, assis l'un à côté de l'autre, mais le langage corporel montrait bien qu'il y avait une tension. Après, notre Premier ministre a dit « mais non, il n'y a pas d'incident diplomatique, on ne va pas fouetter un chat ». Mais c'est certain qu'en tout cas, la réaction de Bruxelles et du Premier ministre belge a posé un certain nombre de questions. Mais oui, en effet, on peut condamner les violences et on peut en effet aussi appeler un dialogue. Et là, en effet, l'Europe a certainement un rôle à jouer. Pour l'instant, l'Europe est très embarrassée, mais elle a certainement un rôle à jouer parce qu'en effet, il faut qu'on arrive à une désescalade de ces tensions. Alors quel rôle? Eh bien, voilà. C'est ça la question, parce que la médiation, il ne veut pas en entendre parler. Carles Puigdemont, qui s'est exprimé samedi soir après Mariano Rajoy, a fait appel à l'Union européenne en faisant une partie de son discours en anglais. Parce que Puigdemont ne s'adresse uniquement qu'à l'international. Quand il fait une conférence de presse, c'est généralement en anglais, en français, et c'est pour les Européens. Rajoy considère que c'est un problème de politique intérieure. Mais à un moment, il faut bien dépasser ces deux positions-là et trouver une médiation. Alors, on peut encore créer
créer, on n'a peut-être pas encore le cadre précis, mais est-ce que ne nous mettons pas autour d'une table, on est au sein d'une Union européenne, est-ce qu'on ne peut pas avancer? Parce que le schéma qui est actuellement en train de se passer me semble invivable pour les Espagnols. Parce qu'on ne parle pas de la majorité silencieuse aussi qui est fatiguée de cette situation. Mais en effet, c'est l'Union européenne qui se mêlerait d'une situation de politique intérieure. C'est comme ça que Madrid le voit. Et c'est inacceptable pour le gouvernement espagnol, comme il le serait pour n'importe quel gouvernement de l'Union européenne. Qu'on ne se trompe pas. Donc l'Espagne, effectivement, dit c'est une affaire interne. Tout d'abord, il faut bien préciser les choses. Il s'agit d'être dans la Constitution ou en dehors de la Constitution. Donc, si vous revenez à la Constitution, on peut s'asseoir à dialoguer. Et c'est là où, effectivement, cette commission parlementaire pourrait beaucoup aider pour trouver ce dialogue. Mais l'Union européenne doit regarder de près, mais pas s'en mêler. Parce que ni l'Espagne ni n'importe quel autre pays pourrait... C'est très délicat, c'est très délicat. C'est très délicat. Et en effet, je suis tout à fait d'accord, mais à un moment, est-ce que l'Europe n'a pas un rôle, le moteur aussi à jouer dans ce cas de crise? Et on en vient aux critiques de Vladimir Poutine qui dit qu'il y a 2 poids 2 mesures en Europe. Quand on parle de l'indépendance du Kosovo, les Européens qui soutiennent les Américains acceptent cette indépendance, qui peut être contestable. Exactement. Pas l'Espagne. L'Espagne n'a pas reconnu le Kosovo. Mais dans ce cas-là, ou dans le cas de la Crimée, comme le dit encore Poutine, je ne fais que le citer, dit il y a un certain nombre de problèmes et d'incohérences. Donc voilà. Mais est-ce qu'en effet, alors il n'y a pas de cadre encore qui peut exister pour ça, mais est-ce que l'Europe n'a quand même pas un rôle à jouer? C'est une question que je pose. Alors peut-être, et on n'est pas obligé d'avoir quelque chose dans un agenda public. Il y a une réunion secrète avant entre l'Europe et les dirigeants catalans qui font aussi preuve de beaucoup d'inconscience politique dans toute cette affaire, parce que jamais on s'est posé la question comment ils vont faire, si l'Europe est contre, comment ils vont faire, ils n'auront pas de devise, ils n'auront pas de passeport, les diplômes seront plus reconnus, comment ils vont faire du négoce, comment ils vont exporter, importer, comment vont-ils voyager. Donc voilà, ces questions-là qui sont tellement du quotidien pratique, terre à terre, eh bien, personne, ni l'Union européenne, ni personne ne les a posées. L'Union européenne a eu des rencontres secrètes qui étaient plutôt, d'après ce que j'ai cru comprendre, en privé, plutôt de l'ordre d'imposer un état de fait avec le fameux déficit démocratique de l'Union européenne que nous connaissons si bien et qui la dessert tellement. Eh bien, évidemment, tout ça s'est terminé en septembre et depuis, rien d'autre sauf d'apporter son plein appui à Rajoy, à Madrid et même pas critiquer les violences du 1er octobre. On va conclure avec vous, l'Espagnol, autour de la table, avec cette question plus générale. On voit que la situation est très complexe. Est-ce que vous, comme Espagnol, vous avez l'impression aujourd'hui que la démocratie espagnole, en tant que telle, est en danger? Pas plus qu'elle ne l'était le 23 février 1981, quand Tejero est entré dans le Parlement espagnol. Non, mais elle l'est forcément. Mais aujourd'hui, nous avons encore donc des possibilités de sortir de cette crise. Donc la convocation des élections, ça serait bien que ce soit Puigdemont qui convoque ces élections, parce que ça éviterait vendredi l'activation de l'article 155, puisqu'il n'y aurait plus de gouvernement, plus de parlement. Sinon, il faudrait attendre effectivement une période d'aujourd'hui à 6 mois pour qu'il y ait des élections, mais il n'y a que les élections aujourd'hui, des élections démocratiques où tout le monde peut voter, qui peuvent nous sortir de cette crise. Et donc, comme vous le soulignez, le prochain épisode, si on n'a pas d'autre avant, ce sera vendredi prochain à suivre de très près en Espagne. On est maintenant pour la suite de l'émission. Depuis Montréal, Alexandra Chaska. Bonjour Alexandra, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Radio-Canada, ancienne correspondante en Russie et en Europe. On est ravis de vous retrouver ici autour de la table. On vous passe tous le bonjour. Avec vous tous, on va maintenant parler de harcèlement sexuel. La semaine dernière, vous le savez, les actrices hollywoodiennes de premier plan dénonçaient le comportement dérangé du producteur américain Harvey Weinstein. Depuis, la parole s'est libérée des deux côtés de l'Atlantique. Des femmes témoignent des agressions verbales ou physiques subies quotidiennement. C'est un flot continu sur Twitter notamment. C'est le réceptacle idoine, Twitter avec les mots dièse balance ton porc et MeToo, moi aussi. Je me dirige ce jour-là donc vers un diplomate étranger auquel je voulais poser quelques questions pour avoir des informations. Et là, il me répond « Je ne veux pas répondre à tes questions, moi je veux te faire l'amour ». On m'a envoyé chez un client en me disant qu'il était très gentil. J'étais assise à côté de lui, il prend ma jupe entre ses mains, il la remonte au milieu de mes cuisses. Il me dit « Ah, mais tu pourrais t'épiler les cuisses quand même ». Et un jour, il m'a demandé de
de m'asseoir sur son canapé. Et là, il a mis sa main sur mon bras, il a commencé à le triturer, ce qui se rapprochait de plus en plus de ma poitrine. Il y avait une réunion des directeurs de région et là, il m'a regardé dévisagé de haut en bas et devant tout le monde a dit de toute façon, elle, je la baise quand je veux. Le photographe avait vraiment des attitudes complètement déplacées et au bout de, je dirais, 45 minutes, il m'a dit ah bah voilà, si tu me suces en gros, ce sera 80 voire 100 ou plus. Il y a 2 mecs qui sont venus s'asseoir à côté de nous, qui devaient avoir dans la quarantaine et en fait ils ont commencé tout simplement à nous peloter et à nous caresser les cuisses. Alors, on va tout de suite partir à Montréal avec Alexandra Chaska. L'affaire a rebondi aussi du côté de chez vous. Est-ce que, déjà, peut-être à titre plus personnel, vous avez été surprise par l'ampleur de ces témoignages, ce flot continu de témoignages ? Mais personnellement, non, je n'étais pas surprise parce que c'est des histoires qu'on sait. Vous savez, dans le milieu, on connaît, on sait. Ce qui m'a surpris, c'est à quelle vitesse les têtes d'affiche sont tombées suite à des dénonciations. Un peu comme Harvey Weinstein aux États-Unis, chez nous aussi, 2 immenses vedettes du showbiz sont tombées, des producteurs, donc Gilbert Rozon et producteur et animateur bien connu de télévision, Éric Salvaille, sont tombés très rapidement. En dedans de 24 heures après les dénonciations, il n'existait plus comme personnage public. C'est plutôt ça qui m'a surpris. Alors, on va regarder la une de l'Obs, hebdomadaire français cette semaine, de l'affaire Weinstein à la société tout entière, briser le silence sur le harcèlement sexuel. Est-ce qu'on peut dire qu'on est là, là je m'adresse au plateau, mais Alexandra, vous intervenez évidemment quand vous voulez. Est-ce que c'est la fin d'une omerta, la fin d'un tabou, Nicolas ? Je pense qu'on est vraiment à une époque où il y aura un avant, un après. Et voilà, on avait l'affaire DSK et ça avait soulevé un certain nombre de questions. Je pense qu'on a été beaucoup plus loin avec cette affaire. Et cet effet de caisse de résonance qui a démarré avec MeToo ou Balance ton porc montre très bien qu'il y a un véritable malaise dans la société qui doit être absolument changé. Il faut maintenant que ce soit naturellement traduit, cette catharsis soit traduite de manière concrète par des gestes, par des questions, parce qu'il y a le problème du harcèlement, mais il y a le problème de l'égalité homme-femme, des salaires, des inégalités qui sont fréquentes. Et il faut en effet que ça permette de passer à autre chose. Pourquoi ça sort maintenant, Anna ? Comment vous l'expliquez ? Parce que c'est pas un phénomène nouveau et tout d'un coup, tout le monde y prend part ou semble en être concerné. Peut-être qu'il y a un mûrissement de refus d'une situation d'inégalité, que de plus en plus on remet, il y a des études de plus en plus de genre, de plus en plus on remet sur la table les inégalités parce que l'harcèlement provient d'une notion de pouvoir masculin, qui s'assoit sur la force physique, certes, mais aussi sur leur notion de leur place dans la société, dans la politique, dans l'entreprise. Et donc, ça vient aussi peut-être de tous les débats autour de la contestation de cette prédominance masculine, mais aussi des millennials, de la génération des millennials, ces filles qui disent ne plus supporter d'arriver elles qui ont vécu presque une égalité à l'école et qui arrivent sur le marché du travail et qui rencontrent des obstacles sexistes et qui salaires plus bas, du corps, transformé comme des objets sexuels, etc. La notion de droit quasiment de cuissage, parce que c'est ce qui est derrière aussi, la petite main qui traîne, etc. Donc je pense qu'il y a un ensemble d'éléments historiques et puis il y a un ras-le-bol général. Alors c'est comme des digues qui se rompent. On entend beaucoup la parole des femmes. Est-ce que les hommes font un peu leur introspection face à tous ces témoignages ? Ils le font, au moins il y a l'exemple espagnol qui a commencé à lutter vraiment sérieusement contre les violences, toutes les violences faites aux femmes au début des années 2000 et depuis on a vu effectivement que s'il y a un engagement politique, s'il y a un engagement derrière de la société, effectivement on peut arriver à trouver des solutions. Engagement politique, ça veut dire des lois, mais des lois qui doivent être appliquées et des structures qui sont créées. Et pour ça, il faut de l'argent. Si vous ne mettez pas de l'argent derrière, ça ne sert à rien. L'Espagne, par exemple, met pratiquement 266 millions cette année d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, effectivement, ça ne va pas retomber si le corps politique assume cette réalité et va de l'avant avec la société et puis avec les femmes. Parce que ce qui est impardonnable en quelque sorte, c'est qu'on n'a pas encore rompu cette omerta, et puis le silence des femmes. Il faut convaincre les femmes d'aller témoigner. Donc il y a les réseaux sociaux, c'est peut-être un premier pas. Après, il faut aller devant les tribunaux. C'est alors, ça qui fait Alexandra, mal. vous voulez réagir ? On vous passe la parole. Oui,
Je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important parce que tous les éléments qu'on sort maintenant autour de la table sur votre plateau, ils existaient déjà depuis 10, 15, 20 ans. On le savait, cet élément de pouvoir, d'inégalité, etc., qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Mais là, je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Et puis, il y a un autre élément, je pense, qui n'est pas à négliger, c'est la campagne présidentielle. Ce qui est sorti pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, Donald Trump, qui a été accusé de harcèlement, sur qui on a sorti des bandes vidéo où il tenait des propos insoutenables. Et malgré cela, il a gagné l'élection et il est toujours président des États-Unis. Je crois que ça a joué psychologiquement très fortement pour que ces femmes sortent aujourd'hui et parlent de Harvey Weinstein. Et Harvey Weinstein, quand on a vu à quelle vitesse il est tombé, ça a eu un impact sur d'autres femmes ailleurs dans le monde parce qu'effectivement, maintenant, c'est planétaire. Au Québec, il y a une ministre qui a utilisé l'expression « un ouragan social ». C'est vraiment un ouragan social. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que Donald Trump, le président des États-Unis, s'en est vraiment tiré presque indemne parce qu'il est si puissant. Et ça, on l'a dans la face, si vous voulez, tous les jours. Nicolas. C'est vrai que quand on voit Donald Trump, récemment, un tribunal américain a demandé des documents concernant les harcèlements sexuels durant la campagne présidentielle. Il y a une vidéo récemment où il fait venir sur la scène une jeune femme qui demande pour travailler dans ses avions en disant voilà, moi, certains sont alcooliques, moi j'ai ça avec les femmes. Et tout ça est dit de façon légère, sous les applaudissements, et ça ne choque absolument personne, en tout cas dans la salle. Dans la salle. Mais donc on a cette accumulation de preuves contre le président des États-Unis, qui s'en sort toujours assez bien, parce que c'est un homme puissant, comme l'a souligné Alexandra, c'est un homme riche, mais qui montre peut-être aussi que c'est un homme d'un autre temps. Je pense que Trump, pour beaucoup de choses, et pour cet aspect-là, est le symbole d'une époque qui va certainement disparaître, en tout cas j'espère. Il y a peut-être aussi une histoire d'ambiance, de mœurs. Est-ce que là, justement, on a un changement de société qui fait que, si on pense il y a encore 40 ans, on parlait d'inceste, ça choquait des gens de penser que ça pouvait... ça ne choquait pas les gens de penser que ça pouvait se faire. Les mentalités ont beaucoup évolué. Est-ce que là, on est sur un tournant, vous pensez, Anna ? Je pense qu'on est sur un tournant, qu'il y en aura un avant et un après, sûrement. Que peut-être ça va se tasser à un moment donné, ce mouvement, que peut-être qu'il va y avoir certainement un contre-effet, une tentative de diminuer la portée du mouvement. Il y aura peut-être une ou deux témoignages faux ou inventés et qu'on va essayer de tout questionner juste à partir de ces trois éléments-là. Il y en aura, comme on a eu aux États-Unis, un mouvement identique de disqualification par rapport à Black Lives Matter. Les vies noires comptent aussi. Mais je pense qu'il y en aura que vraiment... Ce sera long, hein. Ce sera long, mais je pense Mais vous nous dites, Anna, que c'est une lame de fond, que c'est quelque chose qui va changer. Vous êtes d'accord avec ça, Alexandra ? C'est une lame de fond. Et moi, je suis d'accord, oui et non. Parce que vous savez, chez nous, au Canada, on a déjà eu des mouvements comme ça. On a eu un mouvement, un hashtag, il y a un peu moins de 2 ans, je crois, hashtag agression non dénoncée, où les femmes ont dénoncé leurs agresseurs. C'était un peu suite à ce scandale de cet animateur de radio de notre réseau, CBC, qui a été accusé donc de violences sexuelles. Et pourtant, ça n'a rien donné. Et je pense que cette fois-ci, l'ouragan est vraiment très fort, mais il n'ira pas plus loin si le système judiciaire et la police ne changent pas leurs attitudes à l'égard des plaintes. Il faut absolument que ces choses-là soient punies devant les tribunaux. Sans ça, ça va être tout le temps à recommencer. Il y a quelques mois, j'avais fait un reportage à Philadelphie où le chef de police de Philadelphie en a eu ras-le-bol. Imaginez un homme, chef de police, qui s'est rendu compte que les crimes sexuels étaient classés sans suite la plupart du temps. Et il s'est adressé au groupe de femmes pour reviser leur façon de faire de la police. Et depuis 18 ans, à Philadelphie, ce sont des groupes de femmes qui analysent chaque année tous les cas qui sont classés sans suite d'agression sexuelle ou d'inconduite sexuelle. Et ça a changé énormément. Beaucoup plus de crimes sont rapportés. Le nombre de plaintes a bondi de 50% et les plaintes rejetées sont passées de 20% à 4%. Et ça, c'est des choses qui doivent se faire. Il faut aller un peu plus loin cette fois-ci, je crois.
Il a tout à fait raison. Je mets en avant le cas espagnol parce que, comme je vous disais, quelque part pionnier, puisque nous on travaille, l'Espagne travaille depuis une quinzaine d'années, mais vraiment sur ces sujets. Et donc il a fallu d'abord aussi former les enfants. Il faut informer les enfants. Moi, quand je vois des manifestations parce qu'une femme a été battue ou agressée sexuellement, et vous voyez des gens qui sont dans la manifestation, vous vous dites, la formation, ça marche. Ils comprennent ce que ça veut dire. Mais aussi, il faut effectivement former les juges. En Espagne, on a appliqué une politique transversale, et donc il a fallu former la police, créer des policiers référents qui connaissent la chose, qui connaissent la sensibilité des femmes qui sont confrontées à ce type de problème. Il a fallu former les juges. Les juges, effectivement, laisser passer avec des peines minimales, quand il y avait des peines, les cas d'agression sexuelle. Donc, il faut une politique réelle, avec les juges, avec les policiers, avec les associations. Il ne faut jamais oublier les associations qui sont les premières sur le terrain. Et puis, l'éducation et la formation des enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont ceux qui vont éviter les agressions des démarches. Alors, c'est une histoire de mentalité et de loi, mais c'est aussi une histoire de morale. On va conclure là-dessus, sur ce thème. Est-ce qu'il y a une volonté de plus de morale dans la société dans laquelle on vit ? En tout cas, c'est un sens. En tout cas, on se rend compte que ce genre d'affaire est un électrochoc pour avancer vers peut-être plus de morale, en tout cas plus d'égalité, parce qu'il y a le problème du harcèlement, mais c'est aller beaucoup plus loin que ça. L'égalité homme-femme, il y a encore beaucoup de travail à faire. En Europe, en France, en Allemagne, enfin en Allemagne, qui est le moteur économique de l'Europe, prenons cet exemple-là, les femmes font des carrières qui sont souvent à mi-temps et se mettent souvent en retrait pour avoir des enfants. Donc il y a un vrai problème qui est naturellement plus à long terme. Il faut juste donner un chiffre. Une Française sur deux se dit avoir été victime de harcèlement sexuel dans sa vie. Pour l'instant, une plainte en France, c'est long, coûteux, et généralement, elles sont souvent abandonnées. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire à partir du harcèlement sexuel, mais en élargissant même sur toutes les questions et les problématiques d'égalité homme-femme. Je vais vous donner le mot de la fin, un mot rapide de la fin. Très rapidement, le cas espagnol est très paradigmatique et très, très intéressant. N'oublions jamais qu'il a été induit par des manifestations de femmes avant, qui ont dit non, ça suffit. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui attend ce mouvement sur les réseaux sociaux. Et puis c'est peut-être essayer de faire ce qu'on fait aujourd'hui, la parité sur ce plateau, et des femmes, des voix de femmes qu'on entend. Une voix de femme qu'on va continuer à écouter de l'autre côté de l'Atlantique par rapport à nous. C'est Alexandra, on continue avec vous, car le Québec s'est doté cette semaine d'une loi sur la neutralité religieuse. Après 2 ans de tergiversation, l'Assemblée nationale décide d'interdire les visages couverts dans les services publics. Il n'y a pas de référence claire à la laïcité, qui est un grand débat au Québec. Alors, qu'est-ce qui change concrètement au 1er juillet prochain et pourquoi ça fait débat ? Ça fait débat surtout parce que c'est la première fois qu'on l'encadre dans une loi où les services publics doivent être donnés absolument à visage découvert, mais pas seulement donnés, mais reçus aussi. Et c'est là où le bas blesse le plus, c'est-à-dire que des femmes voilées, parce qu'évidemment, on ne se cache pas, il ne s'agit pas de cagoules avec lesquelles on se couvre les visages l'hiver, pour certains, c'est vraiment des voiles qu'il s'agit, des burqas. Eh bien, ces femmes-là ne pourront pas recevoir des services publics, que ce soit au niveau municipal ou provincial, que ce soit une bibliothèque ou même un autobus municipal. Alors évidemment, ça pose un gros problème et la loi a déjà déchaîné des passions des 2 côtés, si vous voulez, de la barricade, parce que d'un côté, les partis d'opposition au Parlement de Québec, le Parti québécois et l'autre parti d'opposition se sont opposés en disant que la loi ne va pas assez loin, qu'il faudrait en fait interdire tous les signes religieux, non seulement le voile qui couvre le visage. Et du côté fédéral, encore aujourd'hui, on a entendu la réaction de la première ministre de l'Alberta en disant c'est pas possible de faire la chasse aux femmes voilées et de dire aux femmes comment elles s'habillent, même son de cloche du côté du premier ministre du Canada. Alors cette loi n'est pas promise un grand avenir. Alexandra, c'est toujours un peu délicat avec notre petit décalage, mais puisque vous parliez de Justin Trudeau, on va l'écouter sur cette question-là. Ce n'est pas parce que vous luttez contre le port du voile forcé qu'il faut retirer le droit de porter le voile aux femmes qui le désirent. Nous devons être conscients que c'est un débat qui agite la société. Nous respectons le fait que l'Assemblée nationale au Québec ait pris position, mais je pense qu'il y a un tas de questions posées par des gens en dehors du Québec, mais aussi par des personnes au Québec. Il est sain d'avoir un débat de fond sur la meilleure façon de défendre et d'assurer les droits
droits et les libertés des personnes. Alors Alexandra, on a l'impression qu'il y a deux visions opposées, celle du Canada anglophone, celle du Québec. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que surtout ces deux visions sont en train de se durcir d'un côté comme de l'autre? Et je ne sais pas si elles sont en train de se durcir, mais une chose est sûre que oui, au Québec, on a toujours l'impression qu'on est en train de protéger qu'on est une minorité dans le Canada. C'est-à-dire, on a toujours besoin de protéger l'identité québécoise. Et dans ce cas-ci, bon, les partis d'opposition parlent d'une identité laïque, d'une identité citoyenne, mais une identité québécoise. Alors que dans le reste du Canada, c'est quand même la charte des droits qui a préséance sur à peu près tout. La liberté individuelle est mise au premier plan c'est ça qui prime en fait sur la façon de voir les choses. Et dans ce cadre législatif-là de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est à peu près impossible d'interdire aux femmes de porter le voile et de recevoir de ce fait, de pouvoir prendre l'autobus ou aller à la bibliothèque municipale ou recevoir des soins médicaux. Et cette loi, et ça pas mal de gens s'entendent là-dessus, elle ne tiendrait pas le test de la Cour suprême s'il fallait qu'on l'amène devant la Cour suprême. Alors, c'est une mesure qui est débattue dans un certain nombre de pays d'Afrique, qui l'a beaucoup été en Europe, dans des pays comme la France ou la Belgique. Il y a souvent cet argument sécuritaire qui est avancé. Est-ce que c'est un argument valable ? Ça peut être un argument, parce que c'est vrai que si on parle de cagoule, par exemple, quelqu'un qui rentre dans un service public avec une cagoule, ça peut poser un certain nombre de problèmes. On sait très bien aussi que ce n'était pas uniquement la cagoule qui pose souci, Alexandra l'a dit, c'est le voile. Maintenant, de manière plus générale, c'est la question de la laïcité, de la place du religieux dans nos sociétés. Et en effet, est-ce que quand on est dans un service public, je pose la question, mais est-ce que quand on est dans un service public, en tout cas quand on donne un service, et qu'il n'y a pas un certain nombre de règles à respecter, un cadre à assumer, c'est très différent naturellement de l'usager du service public. Et c'est vrai que dans le cas québécois, ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne parle pas de laïcité, qu'on parle donc d'un terme beaucoup plus neutre, voilà. Et puis il y a des questions aussi assez cocasses. Par exemple, le crucifix qui est à l'Assemblée nationale du Québec restera parce que ça fait partie du patrimoine. Donc à un moment, moi, si on parle de laïcité, c'est plus honnête. Et à ce moment-là, ce sont tous les signes religieux. Mais là, il y a véritablement quelque chose d'un peu chèvre-choutiste, disons-le. On va passer la parole à Anna, mais je voudrais vous entendre réagir là-dessus, parce que c'est vrai, est-ce qu'il y a une hypocrisie en fait qui se cache derrière tout ce débat qu'il y a en ce moment au Québec ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Le Québec est déchiré par cette question-là depuis déjà plusieurs années, depuis la fameuse commission Taylor-Bouchard qui a siégé il y a une dizaine d'années et qui a soumis un certain nombre de recommandations sur justement comment vivre ensemble avec tout ce passé religieux québécois qui est un passé catholique et avec tous les immigrants qui arrivent, les minorités qui se trouvent au Québec. Et en fait, ensuite, la prochaine étape, ça a été le Parti québécois qui a soumis sa charte des valeurs québécoises. Bon, on a vraiment des problèmes à se trouver là-dedans. Et cette loi 62, donc, qui vient tout juste d'être votée, qui va être mise en application en juillet prochain, c'est vraiment le service minimum. Et même là, probablement, ça va aller à l'encontre des lois canadiennes et à l'encontre même des usages. Le maire de Montréal a dit, il n'y a pas plus loin que 2 jours, qu'il n'a absolument pas l'intention d'appliquer cette loi provinciale sur le territoire de la ville de Montréal. Alors, Anna, vous voyez que ce n'est pas applicable qu'il a dit. Anna. Oui, l'hypocrisie derrière ces lois a été amplement débattue, évoquée ici en France comme dans d'autres pays. Mais je ne résiste pas à une petite note légère sur les 2 sujets très lourds qu'on vient d'aborder, et l'interdiction du voile et l'harcèlement sexuel, qui a été faite par un comédien américain. Je pense que c'est Seth Meyers, ou peut-être Jimmy Kimmel, je ne sais plus. Mais l'un d'eux a dit, en fait, je suis pour la burqa, mais au-dessus, sur Weinstein, donc le mogul d'Hollywood. Il est tellement moche qu'évidemment, il n'avait aucune autre façon, dit-il, qu'il n'avait aucune autre façon de séduire une femme. Et donc il disait,
garçons, si on veut séduire des femmes, il faut qu'on fasse quand même des efforts. Nous, en Espagne, on a eu quelque part de la chance parce qu'on n'a pas eu à légiférer là-dessus. Le gouvernement central a dit on est tellement décentralisé en Espagne, on va laisser les gouvernements régionaux décider sur le port du voile, du niqab, etc. Mais c'est vrai, j'étais il y a quelques semaines du côté de Madrid et vous voyez effectivement des passagers dans les salles d'attente, etc., complètement couverts. Et bien, c'est pas interdit en Espagne. On laisse. On va pas créer un problème où il n'y en a pas encore. Mais il faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres moyens. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la loi de sécurité nationale en Espagne qui interdit le port des cagoules ou avoir le visage couvert. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par une loi sur la laïcité pour interdire que vous soyez complètement couvert. Mais on voit que là, qu'il s'agisse de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique ou du Canada, c'est des sujets qui sont intéressants et qui font débat. On vous passe un grand bonjour. Alexandra, on vous remercie. On vous dit à très bientôt et bon dimanche à vous. Merci d'avoir été avec nous pour une bonne partie de ce kiosque. Merci beaucoup. Au plaisir. On va enchaîner avec notre quatrième thème, puisqu'on a vu un fait qui paraît assez incroyable au sein de l'Union européenne cette semaine, l'assassinat violent d'une journaliste. Ça s'est produit lundi à Malte. Daphne Caruana Galizia a péri dans un attentat à la voiture piégée. Elle était journaliste d'investigation. Elle dénonçait la corruption sur sa petite île méditerranéenne. Il y a 1 an et demi, vous allez l'entendre, elle incriminait le sommet de l'État dans le cadre des Panama Papers. Je dois dire que c'est un pays très corrompu. Malheureusement, l'énorme travail qui a été effectué au cours des 30 dernières années pour permettre à Malte de respecter le règlement exigé et accéder au rang d'État membre de l'Union européenne, mais aussi se forger une bonne réputation dans les services financiers, est maintenant presque totalement éliminé. Au centre de cette nuée de scandales, il y a 3 sociétés installées au Panama, une par le Premier ministre maltais, une par le directeur de cabinet du Premier ministre et une par ses ministres les plus proches. Alors, Daphne Caruana Galizia est donc morte lundi au grand jour dans l'explosion du véhicule qu'elle conduisait. Son combat contre la corruption à Malte laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un acte de représailles. Il y a une enquête en cours. Malte a demandé l'aide du FBI et de la police néerlandaise. Quand même, un assassinat comme celui-là, au relent mafieux, en plein cœur de l'Europe, est-ce que c'est alarmant? Est-ce que ça vous inquiète? C'est extrêmement alarmant parce que un journaliste tué au sein de l'Union européenne, c'est vraiment quelque chose qui doit tous nous interpeller. Voilà, on dénonce toujours ce qui se déroule en Russie, par exemple, ou en Turquie, voilà, disons-le. Mais là, on se retrouve vraiment dans le cas d'un pays qui est arrivé en Europe en 2004, qui a une croissance économique uniquement basée sur des sociétés offshore. Il y a 70 000 ou 70 000 entreprises qui sont installées là-bas. C'est notamment tous les jeux de hasard ont leurs sièges sociaux à La Valette. Donc, on est dans un système qui est plus ou moins accepté par l'Union européenne, par les pays européens, et qui est un système mafieux totalement organisé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et c'est vrai que c'est extrêmement interpellant parce que c'est la voix finalement, la seule voix dissonante au sein des médias à Malte qui disparaît. Elle disait qu'elle avait 400 000 lecteurs sur une population de 430 000 personnes. Sa disparition pose un véritable problème pour l'Europe et pour Alors on va regarder la une du quotidien The Malta Independent qui titrait vendredi sur ces journalistes maltais, puisqu'on parle de journalistes, on est ici entre journalistes, c'est aussi une bonne façon d'aborder la problématique. Ils sont sortis dans la rue en hommage à leurs consoeurs assassinés pour dire aussi qu'ils n'ont pas peur. Vous le disiez à l'instant, Nicolas, Daphne Caruana Galizia était lassée par les limites des médias traditionnels. C'est pour ça qu'elle a monté son blog en 2008, Running Commentary. Là aussi, un commentaire? Mais absolument. Le journalisme d'investigation essaie de se relancer actuellement dans le monde à travers certaines organisations et certains journaux qui le reprennent, mais en règle générale, il est mort. Les grands médias américains, médias du câble, les télés du câble, n'ont pas de journalistes d'investigation. Dans les universités portugaises, par exemple, certaines universités, on enseigne le journalisme, les cours de journalisme d'investigation ont été supprimés et on ne le fait plus. Il y a des bonnes volontés, mais les médias traditionnels ne vont plus titiller la bête en ce qui concerne les annonceurs potentiels ou leurs acheteurs ou leurs investisseurs. Et donc, c'est extrêmement problématique parce que ça nous rend, par le silence, complices de ce qui se passe. Elle, pour pouvoir parler sur son blog. C'était une femme de droite, en plus, donc on ne pouvait même plus accuser une gauchiste un peu délurée, etc. C'était une femme conservatrice et elle avait un courage extraordinaire. Elle avait un vrai franc-parler aussi. Un vrai franc-parler. Ce sont des méthodes
reconnaissons qu'elle-même avait dénoncé à partir des célèbres Panama Papers que la classe politique dirigeante dans son pays était impliquée avec un pays de l'Asie centrale, l'Azerbaïdjan, qui est connu par ses méthodes brutales. Est-ce qu'on peut... au départ, si on faisait justement une enquête d'investigation, est-ce qu'on pourrait avoir une hypothèse de départ là? En tout cas, il me semble qu'il y a un cynisme absolu dans l'île parce qu'on condamne, mais elle se disait menacée de mort depuis des années. Et elle avait peur d'être dans la rue depuis des années. Donc on va s'intéresser à cette petite île méditerranéenne. C'est le plus petit État membre de l'Union européenne, intégré, vous le disiez, en 2004, un État au milieu de la Méditerranée, 316 km², peuplé par moins d'1 demi-million d'habitants. Un État donc miné par la corruption, un paradis fiscal, où règne une certaine opacité financière qui séduit les réseaux criminels. Est-ce qu'on peut parler d'un petit pays mafieux au sein de l'Union européenne, ou le terme est un peu fort, Juan José? Il n'est pas si fort que ça, parce que ça arrive à Malte, justement, parce qu'il y a ce système mafieux. Qu'est-ce qu'on aurait dit si c'était arrivé en France? On n'y pense pas. Ou en Espagne, ou au Portugal. Un système mafieux, c'est une chose. État mafieux, on peut aller aussi loin? La principale, on va attendre nos confrères journalistes d'investigation jusqu'où ils vont arriver avec la police. Mais il est certain que ça arrive à Malta, parce que je pense qu'en Europe, ça ne peut arriver qu'au Malta. Sincèrement, je ne vois pas... L'Espagne est un pays qui occupe les premières pages par corruption depuis des années des membres du Parti populaire qui est au gouvernement, mais aussi de tous les partis. Et on ne voit pas des journalistes assassinés, et on ne le voit pas en France, où on a vu comme des journalistes d'investigation ont fait tomber des ministres. Donc ça arrive à Malta. Je ne pense pas qu'on puisse extrapoler pour le reste de l'Union européenne, mais par contre, il faut être très clair, très dur, et pas permettre que des choses comme ça puissent arriver dans un État de l'Union. Anna ? Oui, par contre, on n'a pas vu non plus d'enquête, à ma connaissance, dans d'autres pays européens qui aillent aussi loin, aussi loin que Daphné. Elle ne mâchait pas ses mots, et puis en plus elle avait très direct. Oui, et en plus elle prouvait ce qu'elle avançait. Ce qui est la moindre des choses en journalisme, mais c'est-à-dire que ce n'était pas des extrapolations. D'où peut-être l'envie de la faire taire. Puis d'un autre côté, dès qu'il y a de l'argent en jeu, regardez Liechtenstein, la question c'est est-ce que c'est une malédiction de l'Europe du Sud, les États, le côté un peu la corruption? Non, regardez, le Luxembourg, il n'est pas dans l'Europe du Sud, ça c'est sûr. Liechtenstein n'est pas en Union européenne, mais est-ce que c'est un État qu'on peut dire qu'il soit un État germanique? Puisque vous nous tendez la perche, on va s'y intéresser tout de suite à cette question de la corruption. Selon le dernier rapport de Transparency International sur la perception de la corruption, et c'est sur 176 pays, on va citer les pays qui nous concernent ici: Canada 9e, Belgique 15e, France 23e, Portugal 29e, Espagne 41e et Malte 47e, en recul de 10 places en un an après l'affaire des Panama Papers. Est-ce qu'il y a une fatalité quand même? Alors vous nous disiez que non, mais est-ce que c'est souvent le sentiment général? Il y a un sentiment que plus on va au sud de l'Europe, plus c'est corrompu. C'est un sentiment qui fait partie d'une espèce de croyance populaire. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est parfois utilisé aussi par certains hommes politiques des pays du nord de l'Europe, notamment en Allemagne, pour pointer du doigt, voilà, quand on parlait des PIGS, donc Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Italie, Grèce et Espagne. C'était l'Irlande au départ. Voilà, l'Irlande au départ, mais qui était... Eh bien, on a toujours dans cette façon inconsciente cette image-là. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, vous parliez du Luxembourg, ou même le cas de la Belgique, on a des pays qui ont plutôt un système fiscal avantageux, surtout le Luxembourg, les Pays-Bas, parce que ça fait partie de l'idée de faire venir des sièges d'entreprises internationales. Mais c'est très différent de la situation à Malte, où toute la croissance a été basée sur des pratiques extrêmement douteuses. Prenons l'exemple du fameux passeport européen. Donc pour 1 million d'euros, on pouvait avoir la nationalité maltaise et donc devenir européen et obtenir ce précieux passeport européen. C'est le seul pays de l'Union européenne qui le fait. Non. Alors le Portugal. Le Portugal le fait aussi? L'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Non, mon cher ami, au nord des Pays-Bas, le fond. Alors oui, alors ça c'est la question, c'est combien coûtent les passeports en fonction des pays. On va pas faire ce débat-là, on vous laisse terminer. On vous laisse terminer, puis on a deux bons représentants de pays vendeurs de passeports. Il y a deux pays de vendeurs, mais en tout cas, ça montre très bien qu'il y a deux moteurs d'économie à Malte, le tourisme, et c'est pour ça qu'on va pas dire trop de mal si on veut partir en vacances là-bas, mais à côté de ça, il y a ce système extrêmement douteux, mafieux, où on est toujours à la limite de la légalité.
criminalité. Voilà, je ne veux pas dire mafieux, mais on est vraiment dans une limite qui est très ténue. Si on reprend cette question qui est plus on va au sud, plus il y a de corruption, est-ce que vous qui êtes portugaise, vous qui êtes espagnole, c'est quelque chose que vous constatez? Est-ce que c'est une histoire de mentalité? Alors, pas une histoire de mentalité. En Espagne, on a notamment vu que la corruption était souvent liée au fait que les politiques sont au pouvoir depuis très longtemps. Ça s'est passé avec Felipe González. Il est tombé parce qu'il y avait des scandales de corruption au Parti socialiste. On l'a vu en Catalogne avec les nationalistes qui ont dû changer même le nom de son parti parce qu'ils prenaient des commissions à chaque marché public. Donc, à chaque fois, on voit que vous êtes là depuis très longtemps et vous vous habituez à être payé, à être récompensé et puis vous jouez avec l'argent des autres et vous encaissez de votre côté. Et c'est vrai après aussi qu'il y a des pays où on a beaucoup lutté contre la corruption au nord de l'Europe et là, depuis quelques années, on voit arriver en Espagne les mafieux russes qui se sont installés sur la côte méditerranéenne. Donc, peut-être parce qu'on leur offre des passeports mais non, c'est pas uniquement que de vendre des passeports parce qu'il faut s'installer, il faut investir, mais il faut investir aussi. Mais c'est vrai que en Europe du Sud, depuis très longtemps, peut-être parce que nous on est arrivé à la démocratie beaucoup plus tard que les autres, voilà, que ce soit pour le Portugal ou pour l'Espagne. Et donc, mais nous on est en train de faire quand même un gros travail dans la lutte contre la corruption. On est encore loin des standards français ou néerlandais, et donc on est encore très loin, mais le travail est fait quand même. Anna, Portugal, je signe tout ce qui vient d'être dit et je co-signe. Et puis n'oublions pas non plus l'histoire des passeports. J'insiste, des pays du nord de l'Europe, l'idée est venue du nord de l'Europe et des pays du nord de l'Europe ont cette pratique. Après, avec plusieurs conditions, investir X, faire cela, amener, mais Pays-Bas, je ne sais même pas si la Belgique le fait, reste à voir, renseignez-vous. Mais non, je ne crois pas. Regardez en France aussi, des gens qui étaient au pouvoir depuis très longtemps et qui, peut-être que vous avez un peu plus balayé sous le tapis, que vous avez peut-être plus ne pas vouloir ternir l'image de la France, mais combien de personnes accusées aussi de corruption? Et puis si on cherche bien, et puis une chose qui m'a beaucoup surpris, Panama Papers, et puis d'autres Wikileaks avant cela, il y a 2 ou 3 noms jetés en pâturage. Pas pâturage, en pâture, mais pas vraiment, on ne va pas aussi loin que Daphné en est allée. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Donc voilà, je pense qu'il y aurait à creuser. Peut-être, je ne sais pas si vous avez une piste de réflexion là-dessus. Non, je pense qu'en effet, là, on est aussi face à une personnalité qui est vraiment une exception dans le monde du journalisme. Vous l'avez dit, on l'appelait Madame Wikileaks, et c'est vrai qu'il n'y avait pas que son langage qui était parfois fleuri, mais sa manière de travailler qui était extrêmement ténue, forte et intéressante. Et on attend de savoir maintenant quand auront lieu ces obsèques. Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec notre ami Dilem. Vous qui venez pour la première fois dans Kiosque, vous allez découvrir Dilem qui nous propose sa version de l'actualité avec un coup de crayon souvent qui est assez acerbe, vous allez le voir. Donc Dilem qui revient sur les velléités d'indépendance de la Catalogne avec ce Catalan qui scie la branche sur laquelle il est assis. En l'occurrence, vous le voyez, c'est la corne d'un taureau. Et le taureau, c'est l'emblème au moins publicitaire de l'Espagne. Harcèlement sexuel au travail, Dilem réagit là aussi. Les femmes décident de réagir, elles ont la main baladeuse, sauf que ce patron qui vient de se faire mettre une main au visage, une claque, quoi. Et on recule pour mieux sauter. C'est le constat de ce terroriste équipé d'une ceinture d'explosifs, repli du groupe État islamique en Irak et en Syrie, où Raqqa, la capitale autoproclamée, lui a échappé cette semaine. Ça pose la question de l'après-Daesh au Proche-Orient. On verra ensuite ce petit dialogue entre Sebastian Kurz et Angela Merkel. Je suis en colloque avec des amis d'extrême droite et moi qui viens de prolonger mon bail. Le jeune Autrichien de 31 ans est le nouveau voisin de la chancelière allemande. Il est chargé de former un gouvernement, une coalition avec le FPE d'extrême droite étant jugée la plus probable. Et enfin, arrêtez, vous allez me faire rougir, déclare le président chinois. Fausse modestie, quand même, il faut bien le reconnaître. Le rouge, c'est la couleur du Parti communiste, réuni pour son 19e congrès et qu'il l'a plébiscité. Nicolas, vraiment en quelques mots, Xi Jinping, tout puissant en Chine. Il a vraiment maintenant réussi à obtenir un pouvoir extrêmement fort en Chine et puis en dehors des frontières de la Chine parce qu'on dit que c'est l'homme le plus puissant du monde. C'était la une de The Economist la semaine dernière et il est aidé grâce à ça par un Trump qui se retire au niveau international, qui n'est pas très cohérent et on voit que la Chine est une puissance qui a encore 7% de croissance, qui est extrêmement important. Sur le plan militaire, le pays se développe et a des vues de plus en plus
vers la mer de Chine. Donc c'est certain que ça devient véritablement un acteur central dans la région et dans le monde. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Anna et merci Juan José, merci d'être venu. Merci à vous qui nous regardez, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, vous savez, comme toujours, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter avec le hashtag Le Mot Dièse Kiosque, ou alors sur notre page Facebook. On attend vos questions, vos commentaires, ça sera un plaisir d'y répondre. Et puis on se retrouve à l'antenne dimanche prochain.